propose qu'on passe la parole à mon collègue allergologue qui va nous parler de la vision de allergologue sur cette pathologie. Et merci à Laurent de nous avoir fait l'honneur de venir. Alors merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les patients parce que on a l'occasion en consultation, mais le problème c'est que les consultations durant de moins en moins longtemps, on a de moins en moins l'occasion de discuter ensemble, donc je pense que c'est vraiment une occasion. Donc moi je vais vous parler d'allergie et d'allergologie. Alors ce qui est simple, c'est que tout ce que vous savez sur l'allergie, vous pouvez l'oublier. Parce que malheureusement, non mais c'est terrible, mais même pour les médecins. C'est-à-dire que en fait, il y a des croyances qui sont actuellement qui relèvent de l'inconscient collectif et qui sont des erreurs et qui font que les patients sollicitent les allergologues pour des motifs qui sont, la plupart du temps, non justifiés dans le sens où l'origine n'est pas allergique. Et il faut savoir que nous, on passe le plus clair de notre temps à exclure l'allergie. C'est-à-dire qu'on passe le plus clair de notre temps à dire aux patients « non, vous n'avez pas d'allergie ». Alors, évidemment, les patients nous regardent avec des yeux comme ça en nous disant « de quoi ils me parlent ?» C'est plusieurs médecins qui me disent que je suis allergique. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment très compliqué. Il faut bien imaginer, il n'y a aucune autre spécialité médicale où les médecins passent leur temps à dire aux patients qu'ils n'ont pas la maladie pour laquelle ils les voient. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Et donc je vais vous expliquer justement la manière de voir les choses et sous le spectre de la mastocytose. Alors, donc le mastocyte, c'est une cellule qui est pas si méchante. Alors bon, chez les patients qui ont une mastocytose, c'est un concept qu'on a du mal à percevoir quand même. Mais il faut savoir que le mastocyte est une cellule qui est une cellule d'abord de l'immunité, donc qui agit pour les défenses immunitaires, mais qui agit aussi sur d'autres versants. Alors, je suis désolé, mes slides sont en anglais, hein, mes diapositives sont en anglais. Le problème, c'est que les données scientifiques étant en anglais, on est obligé de les transmettre comme ça, mais bien sûr, je vais les expliquer. Si vous avez une incompréhension, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Excusez-moi, est-ce qu'éventuellement c'est possible d'avoir les PowerPoint que vous nous présentez? Ouais, bien sûr. Bon, moi, pas de problème. Également ceux du docteur Lividiano. Alors ça, je ne m'exprimerai pas pour le docteur Lividiano, oui, mais il n'y a pas de souci. Elle dit oui. Et donc voilà, donc les mastocytes sont des cellules qui sont impliquées pour d'autres choses dans également le remodelage endothélial au niveau des vaisseaux, au niveau d'autres secteurs. Et évidemment, alors c'est une cellule qui n'est pas si méchante, mais un peu quand même parce qu'elle est impliquée, alors notamment dans les symptômes de mastocytose, ça vous savez, mais surtout c'est que le mastocyte a été initialement décrit surtout pour la réponse allergique. Donc c'est-à-dire que vous avez en haut des cellules, donc le mastocyte, et le mastocyte... Je crois pas. Non, elle s'affiche pas. Le mastocyte qui est chargé de granules, dont Christina vous avez expliqué que justement quand les mastocytes dégranulent, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Et ben ce qui se passe, c'est que quand on a le petit anticorps vert qui est localisé sur le mastocyte, qui sont les anticorps de l'allergie qu'on appelle IgE, et ben dès qu'il va y avoir un allergène qui va aller sur l'anticorps de l'allergie, ben en fait le mastocyte va dégranuler, sécréter ces granules et va entraîner des symptômes, et donc des symptômes d'allergie. Donc c'est représenté un peu comme ça. Donc là vous avez l'allergène qui se balade, vous avez un patient qui a des anticorps de l'allergie. Ces anticorps de l'allergie sont situés sur le mastocyte, et donc dès que le patient va consommer l'allergène, et ben ça va se fixer sur les anticorps d'allergie et le mastocyte va dégranuler, entraînant des symptômes qui sont en général des symptômes bruyants. Donc vous avez en tête ce qu'on appelle le choc anaphylactique, c'est-à-dire c'est des patients qui font des malaises avec parfois des pertes de connaissance pour lesquelles on peut avoir, dans de rares cas, hein, on a quand même très très peu de décès en France de choc anaphylactique, mais malheureusement ça arrive. Et donc c'est j'allais dire les caractéristiques un peu, c'est un peu la caricature de l'allergie avec le côté un peu sévère. Alors c'est vrai que le mastocyte c'est une cellule certes qui dégranule, mais surtout pour lesquelles il y a beaucoup de récepteurs. Et ces récepteurs-là sont potentiellement justement sur leur garde pour pouvoir aller déclencher ce phénomène de dégranulation et donc de symptômes. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Franchement si c'est pas clair, vous me dites non c'est pas clair. Et ensuite donc, vous avez certaines bactéries, virus qui peuvent déclencher ce genre de choses. C'est aussi pour ça que je vous dis que c'est pas simple l'allergie, parce qu'il y a des patients qui ont un phénomène viral et qui vont avoir des symptômes d'urticaire aigus qui ne referont jamais dans leur vie, et les patients viennent nous voir en nous disant « mais je suis allergique, dites-moi à quoi je suis allergique ». Et puis on leur explique « en fait non, mais c'est qu'il n'y a pas d'allergie, c'est que vous avez eu un problème viral qui a déclenché vos mastocytes, et puis ce sont
pour le coup, c'est pas des réactions sévères, hein, c'est des réactions uniquement cutanées. Après, il y a le MRGPRX2 où c'est un récepteur pour lequel certains médicaments vont donner des symptômes. Donc par exemple, il y a certains antibiotiques, quand on les teste, on sait que quand on les teste sur la peau, ils vont forcément donner des résultats positifs. Parce qu'ils activent ce récepteur et en fait, c'est pas forcément impliqué dans des réactions. Et puis celui-là, qui est le FC-epsilon-R1, donc vous pouvez oublier le nom, hein, qui est le récepteur aux IgE, qui sont les anticorps de l'allergie, vont aller justement fixer les IgE hyménoptères, c'est abeilles, guêpes, je parlais d'hyménoptères, c'est abeilles et guêpes, aliments, médicaments, ce que vous voulez, et vont, enfin pas ce que vous voulez en fait. Parce que, non, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'allergie, c'est vraiment très stéréotypé. On retrouve toujours les mêmes allergènes. Hyménoptères, aliments, médicaments, c'est principalement ceux-là. Et donc, ils vont ensuite déclencher la dégranulation. Et à moins 2 degrés, alors le FC gamma R2A, qui est un récepteur impliqué dans certaines pathologies inflammatoires, qui ne va pas trop nous occuper aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là, vous avez cité des allergènes possibles, mais quand il n'y a pas d'allergène concret, par exemple, lorsque c'est un changement de température ou un stress qui provoque l'activation. Eh ben, c'est la parfaite transition pour ma diapositive. Merci. Alors, si vous pouvez me faire toutes les transitions de diapositives, ça m'ira très bien. J'aimerais bien la diapo juste d'avant. Ouais, une petite photo du mastocyte. Je ne sais pas si c'est la plus jolie, mais en tout cas, c'est celle qui représente le mieux le mastocyte avec ses récepteurs. C'est bon? Donc, alors effectivement... Ah mince. On n'a pas que des geeks ce matin. Non, pas que. Non, pourquoi? Non, je sais pas. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est ce que disent les jeunes, en fait. C'est quand on a des internes, c'est ce qu'ils nous disent, quoi. Donc, en fait, justement, c'est la problématique du diagnostic de l'allergie dans la mastocytose. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont faire authentiquement de vraies allergies où on a effectivement les IgE qui sont impliqués avec l'anaphylaxie. On fait des tests cutanés qui sont ici, ce qu'on appelle les prick tests, où vous avez peut-être déjà vu, où on dépose des gouttes sur l'avant-bras, on fait des petits pics pour voir ce que ça donne. Et puis on a tout un tas de phénomènes non allergiques, alors surtout dans la mastocytose, avec des phénomènes d'urticaire, d'œdème aussi dans l'angioëdème. Alors quand les patients gonflent, ils disent « je suis allergique ». Or, plus de 90% des angioëdèmes de la face sont non allergiques et ne sont pas associés à de l'anaphylaxie. C'est-à-dire on a dans l'inconscient collectif de dire l'œdème de Quincke, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il faudrait abandonner le terme d'œdème de Quincke parce que le problème, c'est que ça donne aux médecins, aux patients, l'impression, 1, qu'ils vont mourir étouffés, et 2, qu'ils risquent de faire un choc anaphylactique. Donc les deux choses sont fausses. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, il faut bien faire... Nous, c'est tout ce qu'on fait en pratique, c'est de faire la distinction entre les phénomènes vraiment allergiques pour lesquels on a un mécanisme d'allergie, et les phénomènes non allergiques qui sont tout un tas de symptômes, et dans la mastocytose, où il y a tout un tas de symptômes, parfois qui peuvent être liés avec les repas, et dans ce cas-là, les patients nous disent « mais je sais très bien, quand je mange un truc, j'ai des symptômes ». Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Alors, il y a certes un lien, mais qui n'est pas un mécanisme d'allergie, qui ne fait pas faire participer le système immunitaire. Et donc c'est ça qui est hyper important, justement de faire le distinguo entre tout ça. Donc ça veut dire que si par exemple on mange un aliment qui nous rend malade, si on devait faire un test allergique sur cet aliment, on passerait à la fin. Exactement. Exactement. Ok. Quand vous C'est quand parlez même de route fausse en expliquant par exemple l'œdème de Quincke, c'est bien que pour les masteux, pas pour les mastocytoses. Ah non, c'est pour tous les gens. T'as l'œdème de Quincke, alors je pourrais vous faire un topo juste sur l'œdème de Quincke. Alors ça me prendrait 1 heure, mais c'est pour expliquer. Mais ce que je vous dis, en fait, je dis pareil aux médecins, et les mecs me regardent comme ça en me disant « mais ils racontent des bêtises ». Nous, on les voit tous les jours, hein, les patients qui ont des angioëdèmes. Nous, on le sait. Hein. Et moi, je passe mes journées à dire aux patients « non, vous n'allez pas mourir étouffé, non, vous n'allez pas faire de choc anaphylactique, non, ce n'est pas allergique ». Je vous assure, hein, alors je sais ce que je dis, le problème c'est qu'il y a un tel inconscient collectif, c'est-à-dire que moi, ma fille de 11 ans, je lui dis qu'est-ce que c'est que l'œdème de Quincke, elle va m'expliquer. Alors, elle va dire des conneries, mais en fait elle va m'expliquer ce que c'est. Et donc c'est ça le truc, c'est que justement arriver à faire la part des choses et éviter le terme œdème de Quincke, parce que dès que vous dites œdème de Quincke, vous avez tout derrière, tout cet inconscient qui se met en marche. Alors c'est pour ça que nous on préfère le terme angioëdème. Angioëdème, ça veut dire on ne sait pas trop ce que c'est, mais au moins c'est l'allergologue qui va vous dire oui il y a une allergie, non il n'y a pas d'allergie. Mais c'est ça qui est... Ouais. Le souci, c'est est-ce
excusez-moi, je jette le discrédit sur personne, mais c'est que j'imagine qu'on n'a pas tous, mais en tout cas une grosse majorité d'entre nous, eu affaire à des allergologues qui nous ont fait le type de test que vous montrez là, les tests d'anaphylaxie. En période de crise, par conséquent, on réagit rien qu'au fait de voir l'allergologue. Et du coup, on a tous des diagnostics d'allergie hallucinantes et globales, quoi. Donc là, c'est normal qu'on propage un peu cette idée d'allergie généralisée. Non. Je sais. Si, non, mais je sais. Après, moi, ce que je vous dis. Après, on peut continuer à vous dire des choses fausses. Moi, ça ne me dérange pas. Mais en fait, c'est. Oui. Donc en gros, il faut tous venir vous voir. Quoi. Mais, alors, pas tous. Calmez-vous. Mais après, je pense que s'il y a un doute, il faut effectivement aller voir un allergologue. Et le problème aussi, c'est que les tests, ça aussi, ça rajoute de la complexité. C'est que les tests cutanés ici peuvent être positifs sans allergie. Ça, c'est aussi un concept. C'est-à-dire qu'on peut avoir des anticorps de l'allergie qui se baladent dans notre corps. C'est-à-dire que si je faisais des dosages d'anticorps de l'allergie à toute une population, je trouverais des anticorps. Et il y a des mecs qui me disent, mais en fait, je mange l'aliment et il ne se passe rien. Donc ça veut dire que ça rajoute de la complexité. C'est-à-dire que les outils qu'on a ne sont pas performants dans le sens où ne permettent pas de poser officiellement un diagnostic. C'est toute une discussion qu'on a. Comment on fait la différence entre une réaction allergique et un symptôme de la mastocytose qui ressemble à de l'allergie? C'est hyper compliqué. C'est justement pour ça où justement on va céder des outils et on va essayer de voir. Et nous, on passe notre temps à essayer de réfléchir entre l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait avant la réaction, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez pris comme médicament, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez été piqué, pas piqué. Et puis ensuite, on fait les tests, on fait des dosages d'IgE, d'anticorps. Et à la lumière de tout ça, on dit... on estime qu'effectivement, il y a un vrai lien entre une allergie et les symptômes, et dans ce cas-là, on va traiter l'allergie. Mais c'est tout un faisceau d'arguments qui fait que on se dit, oui, là, il y a une probabilité non négligeable pour que les symptômes soient en lien avec l'allergie. Et le rôle de l'histamine dans l'histoire, parce que je suis complètement néophyte, mais je sais que dans les allergies, l'histamine joue un rôle dans l'organisme. Est-ce que c'est la même chose dans la mastocytose ou pas du tout? Ouais, le mécanisme est exactement le même. C'est-à-dire que quand un mécanisme d'allergie se produit, il est le même que vous ayez une mastocytose ou pas de mastocytose. Le mécanisme est le même. Alors après, la sévérité est peut-être un peu plus importante chez les sujets qui ont une mastocytose, mais en tout cas, le mécanisme est le même. Après, l'histamine, là encore, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a des patients qui font des symptômes d'urticaire liés à une histaminolibération, mais pour lequel le mécanisme n'est pas d'allergie. Mais c'est hyper compliqué. J'essaie de vous présenter les choses simplement et surtout que vous ayez plus les croyances que vous avez, qui sont des croyances fausses, à la lumière de la science d'aujourd'hui. Alors après, en ce qui concerne, pour revenir vraiment à la mastocytose, alors en population générale, il faut savoir que l'anaphylaxie, qui est les réactions sévères, c'est 0,3% de la population sur toute une vie. Donc bon, c'est pas négligeable quand même. Chez l'enfant, donc la mastocytose, l'anaphylaxie dans la mastocytose reste rare. On a surtout des formes cutanées chez l'enfant. On a rarement des phénomènes d'anaphylaxie chez l'enfant. Et puis chez l'adulte, on a pas mal d'histoires de mastocytose qui ont des allergies aux piqûres d'hyménoptères, donc abeilles ou guêpes. Et parfois on a des patients qui rentrent dans la pathologie. On appelle rentrer dans la pathologie. On découvre leur pathologie au moment d'une piqûre d'hyménoptère. Donc ça arrive régulièrement. C'est pour ça qu'on a un contact assez régulier avec les dermatologues et ceux qui font la mastocytose, parce que nous, en tant qu'allergologue, on voit régulièrement les patients. Ouais. Un patient jeune qui a fait pour le coup, c'est mon fils qui a fait un œdème de Queen sur... Non, il va vous dire que non. Un angio-œdème, ouais. Voilà, sur des piqûres de guêpes, et qui, au test, n'a pas d'allergie avérée. Est-ce que, en plus, il travaille dans la nature, est-ce que c'est important pour lui d'avoir quelque chose? Non, on considère que les réactions locales ou loco-régionales à des piqûres d'hyménoptères ne relèvent d'aucune prise en charge. Alors nous régulièrement on est sollicités et les patients nous disent non mais regardez c'est gros quoi, je suis allergique. Non, l'allergie aux hyménoptères c'est une réaction qu'on appelle systémique ou générale, c'est-à-dire qu'il doit des symptômes généraux, vomissements, diarrhée, malaise, mais une réaction loco-régionale on réagit un peu trop à une piqûre localement, on ne fait rien. Il n'y a pas de prise en charge. Mais après, s'il a eu une piqûre au niveau du visage, c'est normal de gonfler. Pour le coup, il n'y a rien à faire.
Donc, en fait, l'anaphylaxie, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans la mastocytose. Alors, on va voir après pourquoi. On considère que c'est 22 à 49% des patients qui ont une mastocytose, et donc c'est 100 fois plus que dans la population générale. Donc, il y a un vrai surrisque d'allergie, notamment sévère, chez les patients qui ont une mastocytose. Ensuite, vous voyez que la prévalence cumulative de la mastocytose au cours de la vie de l'anaphylaxie, c'est quand même extrêmement rare. Et donc, bon, après, c'est toujours pareil, c'est que quand on a une mastocytose, on dit c'est quelque chose de potentiellement fréquent, parce que bon, à l'échelle d'un individu, tout est 100% ou 0%, quoi. Mais en tout cas, sur une population, ça reste un événement qui est rare. Alors, la question, c'est quand évoquer une mastocytose en cas d'anaphylaxie. Nous, on se pose souvent la question. C'est-à-dire, nous, on a des patients qui nous arrivent en nous disant, voilà, j'ai fait une réaction anaphylactique, j'ai une allergie potentielle, et à quel moment on se pose la question de la mastocytose. Alors, on a des scores qui valent ce qu'ils valent. Ouais. Excusez-moi, ça fait 2 fois que vous remarquez sexe masculin parce que le sexe amène une prévalence, ça a une importance? Alors, ça a une importance dans le sens où, chez des patients qui font une anaphylaxie, les hommes ont une probabilité augmentée d'avoir une mastocytose. Donc, c'est pas moi qui fais les chiffres. Donc, il y a le sexe masculin. Le fait d'avoir une allergie sans signe cutané, ça c'est ce qu'on dit nous, c'est que quand le patient me dit j'ai fait un choc anaphylactique et j'ai pas de signe cutané, c'est un argument supplémentaire pour dire que probablement c'est une mastocytose. Le venin, les allergies au venin d'hyménoptère, donc régulièrement on a des patients qui sont allergiques au venin d'hyménoptère pour lesquels on trouve une mastocytose. Et évidemment quand on a une tryptase basale augmentée, mais ça vous le savez. Et donc on a tout un score où nous on fait ce score-là. Quand il y a un patient qui vient pour un choc anaphylactique, on fait le score, on se dit là ça risque d'être une mastocytose, en tout cas la probabilité s'élève, et dans ce cas-là on envoie les patients au cérémaste pour être bilantés. Et donc voilà, ça vient un peu de ce registre européen sur 7000 patients qui ont fait une anaphylaxie, et ils ont regardé quelle était l'importance des facteurs dans le diagnostic de mastocytose. Vous voyez que l'âge, bon évidemment le fait d'avoir une mastocytose, ça c'est sûr, le fait d'avoir des insectes, le sexe masculin, et après il y a certaines choses qui décroissent. Et donc vous voyez que on retrouve ça, et également dans les réactions sévères, vous voyez que à gauche, c'est la colonne des risques de mastocytose, et à droite, les risques de réaction sévère. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais c'est juste pour vous montrer que le fait d'être un homme, d'avoir un âge qui augmente le risque de faire une réaction sévère. Et également avec les médicaments, mais ça vous le savez, il y a certains médicaments qui sont pourvoyeurs de réactions, et notamment de réactions sévères. Alors pourquoi la mastocytose a plus de risques de faire des réactions anaphylactiques et allergiques? Alors on ne sait pas très bien, il y a 2 hypothèses. Soit il y a un phénomène où, dans le fait d'augmenter la masse de mastocytes, vous allez avoir certains mastocytes sont hyper réactifs. Et après c'est toujours une question de pourcentage. Si vous avez une population générale qui a un nombre de mastocytes faible, vous en avez quelques-uns qui sont hyper réactifs, ça ne va pas déclencher de symptômes. Et sur une masse très importante de mastocytes, vous en avez un pourcentage qui va déclencher préférentiellement des réactions, là vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître. Donc c'est ce phénomène de mastocytes hyper réactifs qui est sur la gauche. Et après, ça peut être uniquement un phénomène d'augmentation de masse des mastocytes, c'est-à-dire, c'est à peu près tout petit peu pareil, mais si vous avez peu de mastocytes et qu'ils ont tendance un peu à produire, à dégranuler à minima quand il y a un peu d'allergène, en fait il ne se passe pas grand chose, mais quand on a beaucoup de mastocytes et qu'ils ont tendance à dégranuler un petit peu avec des allergènes, là tout de suite il va se passer quelque chose. Donc on ne connaît pas très bien le mécanisme à l'origine de l'allergie, reste que, voilà, bon, après le récepteur c-KIT, dont la mutation est à l'origine de la mastocytose pour certains, quel est le rôle exact dans l'allergie, on ne sait pas très bien. Alors voilà, c'était juste pour vous illustrer, vous voyez, ça c'est des patients qui avaient une mastocytose, et vous voyez que, je ne sais plus ce que je veux dire, oui, vous voyez qu'il y en a 11% qui ont une allergie aux hyménoptères. L'allergie alimentaire et l'allergie médicamenteuse est quand même beaucoup plus faible, c'est 2 et 1%, mais clairement il y a une augmentation très nette de l'allergie aux hyménoptères.
Alors après, que faire en cas d'allergie aux hyménoptères? Il faut savoir ce qu'on fait, c'est que nous on fait ce qu'on appelle de l'immunothérapie allergénique, alors que vous connaissez sous le nom de désensibilisation. Donc la désensibilisation, c'est d'apporter de petites doses d'allergènes en augmentant progressivement pour que le système immunitaire tolère. C'est-à-dire l'aberration actuelle dans l'allergie, c'est qu'en fait le système immunitaire va déclencher une réponse qui est aberrante, parce qu'il n'y a pas besoin de déclencher une réponse de manière aussi importante. Et donc l'idée, c'est de prendre de petites doses et d'augmenter progressivement. Donc on fait ça par voie injectable dans l'allergie aux hyménoptères, hein, quel que soit le statut, hein, qu'il y ait une mastocytose ou pas. Et donc on fait ça sous forme d'ultra-rush, c'est le nom. Et on prend un patient sur une journée et on fait une petite dose, et sur la journée, on augmente progressivement. 15 jours après, il revient, on lui fait 2 injections de la moitié de la dose. Et ensuite, il revient 30 jours après pour avoir une dose complète. Et ensuite, il fait ça toutes les 4 semaines. Il revient pour faire une injection de venin d'hyménoptère pour maintenir la tolérance de l'organisme. Alors après, on peut se dire, alors faire un ultra-rush, c'est des patients qui ont une allergie au venin d'hyménoptère avec une mastocytose. Est-ce que ça se passe bien? Parce que je suis sûr que vous posez la question, non? Oui. Alors je vous rassure, il y a la réponse. On avait fait une publication en 2019 où on avait repris tous les patients qui avaient une mastocytose pour qui on avait fait un ultra-rush, c'est-à-dire on avait fait une désensibilisation rapide. Et on avait montré que sur ces 8 patients, il n'y en avait aucun qui avait fait de symptômes lors de l'ultra-rush. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable, on peut le faire. Alors après, ça arrive parfois que les patients fassent des symptômes, ça arrive, mais dans la grosse majorité des cas, ça se passe bien. Et après, l'idée de toute façon, c'est que nous, on le fait toujours en hôpital de jour, dans un secteur médical, hospitalier, et en fonction des symptômes, nous, on donne les traitements et ça se passe toujours bien. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que la désensibilisation se passe bien, et que les facteurs déclenchant de l'anaphylaxie, alors les piqûres d'hyménoptères sont quand même, vraiment, je vous ai montré hein, dans le top. Hein. Après, on a les aliments, les médicaments à moindre degré, et la problématique, et vous l'avez dit juste avant, c'est qu'il y a plein de stimuli qui peuvent déclencher des symptômes chez les patients qui ont une mastocytose. Alors c'est pour ça que nous, en hôpital de jour, on essaie de faire les choses de manière la plus calme possible et de mettre en confiance les patients qui ont une mastocytose, parce qu'on sait qu'on peut biaiser les explorations si on est un peu trop stressant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire les choses, et on le sait très bien. Hein. D'ailleurs régulièrement on discute, parfois on a des symptômes qui apparaissent, et on se dit est-ce que c'est réellement le symptôme de l'allergie ou c'est plutôt une mastocytose? Qu'est-ce qui doit amener un patient atteint de mastocytose à consulter un allergologue? Parce que finalement, les symptômes qu'amène chez l'allergologue, on les a tous. Ouais. Et comment on se dit qu'on va venir vous voir? Après, je pense que c'est vraiment l'anaphylaxie sévère. Je pense que vraiment le choc anaphylactique qui doit faire une démarche de quel est l'allergène. Parce que par expérience, effectivement, très souvent on est sollicité, et en fait très souvent on ne retrouve rien, sauf dans le contexte de choc anaphylactique. Donc je pense qu'il faut vous rassurer, dans le sens où si vous avez des symptômes, malheureusement c'est lié à votre mastocytose, mais le mécanisme d'allergie est quand même plutôt rare, hein, même dans la mastocytose, bon, même si on en voit un peu plus que dans la population générale. Il faut savoir que ça reste des symptômes qui sont en général assez bruyants. Vous parlez de choc anaphylactique, le nombre de chocs anaphylactiques ou la durée du choc? Ou la gravité du choc? Non, un choc. Le fait de voir un choc anaphylactique doit faire une démarche auprès de l'allergologue pour pouvoir voir s'il y a un allergène potentiel. Après, c'est aussi à discuter avec vos référents dermatologues ou vos référents mastocytose. C'est-à-dire que si le référent mastocytose dit non, vous avez fait des chocs dans des contextes où moi je sais que c'est pas d'origine allergique, dans ce cas-là, c'est lui qui vous dit non, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que régulièrement on discute avec les dermatologues où là ils nous disent c'est très bien que tu le vois parce que je pense que potentiellement il y a une origine allergique aux symptômes. Et dans ce cas-là, nous on les voit et puis on fait notre démarche, quoi. Alors il y avait une question juste au milieu là. Oui, s'il vous plaît. Lorsqu'on a été diagnostiqué il y a longtemps, au début, on a reçu une espèce de liste d'aliments riches en histamine qui convenait d'éviter, en tout cas d'extraire de notre alimentation pour diminuer les symptômes systémiques. Est-ce que, au vu de ce que vous nous expliquez, c'est obsolète complètement dans
manière de gérer la maladie. Alors comment dire ça de manière politiquement correcte? Non, en fait, le truc, c'est que nous, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que les régimes riches en histamine, c'est pas des régimes d'exclusion, parce que c'est intenable en fait. On peut pas faire un régime riche en histamine, c'est intenable. En fait, ce qu'on conseille, c'est d'éviter l'association de ces aliments sur un même repas. Parce que, vous le savez, plus vous allez additionner les aliments riches en histamine, et plus vous allez augmenter le risque de faire des réactions. Typiquement, on le voit au cours des fêtes de fin d'année, hein, Noël, jour de l'an, c'est là où on a le plus de symptômes en fait. Donc après, moi, ça correspond à des symptômes de mastocytose. Je ne parle pas d'allergie. Là, le mécanisme n'est pas un mécanisme d'allergie. C'est un mécanisme uniquement de... Enfin, pas uniquement, mais c'est un mécanisme mastocytose. Donc là, on n'est plus dans l'allergie, quoi. Oui. En fait, j'ai deux choses par rapport aux aliments. Moi, je mange des fraises, des tomates, et ça m'a jamais posé de problème. Par contre, un jour, j'ai mangé de la choucroute et j'ai senti la douleur. Je pensais aux piqûres d'hyménoptère. Est-ce que il faut essayer de voir si on est allergique ou pas? Parce que moi, j'ai jamais été piquée ni rien. Est-ce que j'attends d'être piquée pour savoir si j'ai quelque chose? Mais la réponse, elle est là. Non, mais je suis désolé, la réponse elle est là. C'est-à-dire que... Non, mais ce qu'on sait, c'est que la problématique, c'est que je vous ai dit, les outils qu'on a ne sont pas des outils très performants. Donc, si on dose toute la population, on va trouver des IgE dans le sang, on va trouver des tests cutanés positifs, et du coup, on risque de faire des choses aberrantes, et on le sait. Et donc, on explore. En allergologie, il y a un principe qui dit qu'on explore que les patients qui ont fait une réaction, et jamais de tests prédictifs. Parce que par exemple, je ne sais pas si c'est dans la catégorie ou pas, mais moi j'ai cœur du cycle, ça ne me fait rien du tout, quoi. Donc est-ce que c'est un signe, pas un signe, un signe? Non, après les piqûres de moustiques, l'allergie aux piqûres de moustiques, Il y en a c'est... qui font des allergies, qui font des réactions par principe. Alors, les réactions aux piqûres de moustiques, c'est des réactions qui sont locales ou loco-régionales, qui ne sont pas de l'allergie. Ce n'est pas l'allergie. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est un problème sémantique. C'est-à-dire, dès qu'on fait une réaction, quelle qu'elle soit, on dit « Ah tiens, je suis allergique ». C'est pas ça. C'est-à-dire, l'allergie, c'est vraiment un mécanisme immunologique, et il faut arrêter de dire, quel que soit... Nous, on est des patients qui font, qui ont de la mycose dans la bouche après avoir pris de la pénicilline, et ils nous disent « Je suis allergique à la pénicilline ». C'est pas ça. C'est juste que c'est un mécanisme propre à la pénicilline qui fait que vous avez la flore dans la bouche qui modifie, qui est une mycose. Donc c'est pas l'allergie. Et le problème, c'est qu'on confond allergie et effet secondaire, allergie et réaction. Et c'est pas ça. Faut vraiment rayer ça du vocabulaire. Après, je n'ai jamais vu d'allergologue, mais je sais que les anti-inflammatoires, c'est même pas la peine d'essayer. J'ai fait un choc anaphylactique après du surgam. J'ai été en réa après le Cofenil, et une fois où j'ai essayé de prendre la catalgine, mal de tête, j'ai senti la douleur aussi. Donc j'ai pas vu d'allergologue, mais je crois que je sais là. Ouais, alors c'est la mastocytose ou c'est... Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est la mastocytose. Alors, encore une fois, on va faire des explorations, hein, parce que là, dans l'amphi, comme ça, c'est un peu dur de vous donner une réponse officielle sur votre dossier. Hein. J'avoue que... Non, mais la problématique, elle est là, surtout dans la mastocytose. C'est-à-dire, les patients, ils viennent, ils sont sûrs. Mais nous, on a des patients, on n'arrive même pas à les explorer. C'est-à-dire, ils nous disent, mais moi, je suis sûr. Et ben, on va faire des tests. Non, mais me faites pas ce test, moi, je suis sûr. Mais ça, je suis sûr, le truc, c'est que ça rime à rien. C'est qu'il faut faire des explorations pour qu'on ait justement une réponse. C'est ça le... Ouais, alors je sais pas combien de temps j'ai, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vas-y. Ok, allez-y. Concernant les produits qu'on utilise lors des anesthésies avant une chirurgie, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut tous être potentiellement en danger avec les produits classiques? Ou est-ce qu'il faut systématiquement changer de produit anesthésiant? Parce qu'on a une petite carte, là, les malades, avec la précision selon laquelle il ne faut pas utiliser tel ou tel produit anesthésiant lors d'une anesthésie. Alors, je suis pas au courant de ça. Oui, c'est la carte de Marie, en fait, de notre filière. Et c'est la carte d'urgence. Là, je ne suis pas sûr que ce soit une contre-indication, c'est-à-dire que c'est une précaution d'emploi, dans le sens où le patient a une mastocytose. Donc, si vous utilisez ces médicaments, il faut que vous soyez précautionneux, dans le sens où vous soyez attentif sur d'éventuelles réactions. Mais on ne vous dit pas de ne pas utiliser ces médicaments. Alors, moi j'ai un truc à dire par rapport à ça. Moi je réagis à beaucoup de médicaments et donc j'ai fait des chocs anaphylactiques très graves. Et donc du coup ils me donnent des antihistaminiques plusieurs jours avant les interventions et ça fonctionne pas mal. Ça c'était pour le truc. Moi j'ai une autre... Alors ça veut dire que c'est pas l'allergie. Hein. Parce que ce qui relève de l'allergie IgE médiée ne peut pas être prévenu par les antihistaminiques.
Donc si vous prenez d'un antihistaminique pour éviter les réactions, c'est-à-dire que ce n'est pas l'allergie, le mécanisme n'est pas allergique. Mais ça fonctionne très bien, ça je n'en doute pas. Je ne doute pas que ça fonctionne, mais c'est-à-dire que ça fonctionne sur vos symptômes de mastocytose. Ça ne prévient pas un mécanisme d'allergie. Allez-y, allez-y. J'ai des réactions alimentaires aussi. Et en fait, comme ça se voit pas sur les free tests, tout ça, du coup, j'ai évincé les aliments qui me rendent malade. Et donc, du coup, ça va mieux. Mais mon mari est médecin et il m'a dit la problématique, c'est qu'à force d'évincer totalement, tu risques de développer une vraie profonde intolérance à ne plus jamais pouvoir manger ces aliments. Est-ce que Non, c'est la croyance. Hein. D'accord. C'est la croyance. Hein. J'en ai de mari. Alors, ma femme vous le dira, il ne faut pas un mari médecin. Ça, c'est une certitude. Non, là encore, c'est une croyance. Le fait de ne pas consommer l'aliment fait que vous n'avez pas de symptômes. Ça, encore une fois, c'est un mécanisme lié à la mastocytose parce qu'il y a des aliments histaminolibérateurs qui font que c'est un mécanisme de la mastocytose. Le fait de ne plus manger d'aliment quand on est adulte ne va pas déclencher d'allergie. Enfin, on fait tous l'expérience. Il y a des fois où on va manger un aliment et puis on va mettre un an à ne pas le remanger et pour autant on ne va pas devenir allergique, y compris quand on a une mastocytose. Pour le lait, le lactose ou le lactose. Alors le lactose, vous m'aurez tout fait ce matin. Le lactose, c'est une intolérance au lactose qui est le fait qu'on a une enzyme on est déficitaire d'une enzyme dans le tube digestif qui fait qu'on ne tolère pas le lactose, qui n'a rien à voir avec un mécanisme d'allergie. Oui, voilà. Et la bactérie qui permet de détruire cette enzyme-là, si on la libère jamais, si on la réutilise, on ne pourra pas. Enfin, je me suis mal expliqué. Si on arrête le lait, on est tous des mammifères. Mais ça, c'est l'intolérance au lactose, c'est quelque chose qui est constitutif. Une réaction même au lait. Non, alors là, tous les mammifères, quand ils se sèvrent, il n'y a pas de souci, mais si on arrête le lait et qu'on veut reprendre le lait, on peut avoir une réaction. Alors pas allergique, hein. Ah non, alors là, encore une fois, je vous le. Pas allergique. Hein. Oui, alors après qu'il y ait un déficit en lactose dans la mastocytose, ça c'est une problématique enzymatique, mais qu'il n'y a pas un mécanisme d'allergie. Alors pourquoi on réagit automatiquement dès qu'on introduit du lait, on est malade? Mais pareil, c'est un aliment histaminolibérateur, donc le souci c'est que dès que vous allez manger des aliments histaminolibérateurs, vous allez faire des symptômes. Mais c'est pas un mécanisme d'allergie. Vous n'allez pas faire un choc anaphylactique en consommant du lait, quoi. On parle pour le lait, mais moi je supporte le lait cru même aussi, je supporte le lait. Non, mais tout à fait. Après, il y a des différences. Et après, c'est ça qui fait la complexité de la médecine. Si tous les patients se ressemblaient, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Mais heureusement, c'est pas le cas. Hein. Je vais avancer. Ouais, une dernière question, après il faut que j'avance. Je voulais savoir, les produits qu'on injecte pour faire du scanner, etc., est-ce que ça peut déclencher des réactions? Ouais. Alors ça déclenche des réactions, alors dans le sens où, encore une fois, des réactions qui sont souvent des réactions d'histaminolibération, mais l'allergie à l'iode est quelque chose de rarissime. C'est-à-dire, moi, si j'en ai vu 3 dans ma carrière, c'est le bout du monde. Et on a, par contre, souvent des réactions à type d'éruption cutanée, de malaise, mais qui ne sont pas de mécanismes allergiques pour lesquels il n'y a pas de risque pour le patient. C'est-à-dire, on peut réinjecter un produit de contraste, et dans ce cas-là, il peut y avoir à nouveau une réaction, mais qui est une réaction bénigne. Donc c'est pour ça qu'on utilise les antihistaminiques, pour éviter ces réactions bénignes, cutanées, un peu générales, mais le mécanisme n'est pas allergique et il n'y a pas de risque vital pour le patient. Enfin, les urticaires géants, qui durent plusieurs mois, c'est peut-être pas grave, mais c'est vraiment très chiant. Oui. Alors j'ai pas dit que c'était pas chiant, hein. J'ai pas dit que c'était pas chiant, c'est juste que c'est bénin dans le sens où il n'y a pas de risque vital pour le patient. C'est ça que je voulais dire. Et après, encore une fois, je pense que c'est aussi... Là, vous avez une vision un peu biaisée dans le sens où vous avez un contexte de mastocytose qui fait que votre vision n'est pas celle de la population générale dans le contexte de l'allergie. Non, parce qu'on réagit à un verre d'eau, c'est difficile. Ouais, je sais. Non, mais je sais. Mais là encore, mon propos, c'est de vous dire... Il y a des mécanismes d'allergie pour lesquels il va y avoir faire une éviction et un traitement spécifique. Il y a des symptômes de la mastocytose pour lesquels, là, le mécanisme n'étant pas allergique, c'est le traitement de la mastocytose en général. Donc les explorations qu'on a, comme je vous l'ai dit, donc les prick tests, les IgE, le dosage sanguin, dans ce cas-là, encore une fois, on le fait, mais une positivité ne signifie pas
allergie, et c'est pour ça qu'il y a par exemple 20 ans, quand on prenait notamment des gamins qui avaient une dermatite atopique, on leur faisait des tests, et ben ils mangeaient plus rien. Parce que tous les tests s'allumaient, on disait ah là là, mange pas ça. Maintenant on fait plus ça. Maintenant il y a eu une réaction, dans ce cas-là on va explorer, on va être sûr s'il y a un lien, et s'il y a un lien, on va faire une éviction. Alors après le traitement spécifiquement de l'anaphylaxie, alors je ne parle pas du traitement de la mastocytose parce que c'est pas mon domaine, mais le traitement de l'anaphylaxie, c'est alors les prémédications antihistaminiques, alors la corticothérapie, les corticoïdes, je ne suis pas un fan, mais les antihistaminiques, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, ça permet de prévenir dans certaines situations les symptômes, qui sont à mon avis plus des symptômes de mastocytose que d'allergie. Éviter le stress, alors bon, les benzodiazépines, je ne suis pas sûr que ce soit, il faudrait que je change la diapositive. Éviter les changements de température, alors c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on essaye de faire en hôpital de jour quand on accueille les patients. Du coup, les changements de température, quand on passe au bloc, on passe d'une température 20 degrés à, je sais pas combien il y a au bloc, on a quand même très froid. Est-ce que ça peut pas jouer sur une réaction des mastocytes? Normalement, ils chauffent. Il y a une couverture chauffante. Je vais intervenir parce que je sais pertinemment qu'on a toute une publication qui a été faite par les allergologues, cette fois-ci vis-à-vis de l'allergie, et que pour tout patient qui me contacte pour un problème d'anesthésie ou l'anesthésiste qui me contacte, j'adresse toujours ce document en lequel c'est bien précisé d'éviter toute variation de température, et je pense que dans les salles d'anesthésie, il existe des méthodes qui permettent d'éviter ces changements de température énormes. Mais ça leur fait peur aux anesthésistes. Moi, je viens d'être opérée au mois de janvier. Faut leur dire. 3 jours avant, ils ont dû m'appeler 5-6 fois par jour pour me poser des questions. Même la veille de l'opération, ils ne savaient pas comment ils allaient m'anesthésier. Alors, il vaut mieux que ce soit comme ça plutôt qu'ils vous appellent pas et qu'ils vous endorment comme ça par hasard, quoi. C'est stressant pour nous parce qu'au bout d'un moment, tu te dis non, mais au contraire, je pense que au contraire, hein. Enfin moi, des médecins qui appellent, je pense qu'il faut plutôt leur faire confiance que. Non, mais je pense justement, hein, ça doit vous rassurer, au contraire. Donc juste pour conclure, donc il y a un lien évident entre allergie et mastocytose. On ne connaît pas très bien le mécanisme. Donc l'allergie ou l'anaphylaxie, c'est un mode de découverte, hein, parfois de la mastocytose. Et le traitement est discuté entre le dermatologue et l'allergologue. Donc encore une fois, si vous avez un doute sur vos symptômes, parlez-en à votre dermatologue. Et puis si lui, il a un doute, ben dans ce cas-là, je peux vous rassurer, on a un contact très régulier avec les dermatologues. Donc quand il y a besoin, ben en fait, ils nous appellent très facilement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci à vous.